Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous êtes tous en forme, que vos activités se portent au mieux qu'elles le peuvent dans la situation actuelle. Aujourd'hui, nous aurions dû être à la journée des métiers, DLR, où Vecteur Plus Hervé Chevalier avait prévu d'intervenir devant vous en présentiel, en live. Ça se fait par cette visio. C'est la deuxième étape de la première partie qu'on a présentée en septembre dernier. Je ne vais pas m'éterniser, juste vous dire que la présentation sera enregistrée comme la dernière fois et qu'on la mettra à disposition sur la Web TV DLR. Allez, je n'accapare pas plus la parole. Hervé, Mathias, à vous, et on vous écoute avec grand intérêt. Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, au grand regret de la faire par voie électronique, toujours moins agréable quand on présente, puisque vos réactions sont moins évidentes à capter. Il y a la capacité de poser des questions à travers l'interface du webinar. N'hésitez pas à le faire. C'est pas évident de pouvoir y répondre pendant la session, mais en tout cas, au moins vous aurez des réponses après, c'est certain. J'essaierai pendant la session, par contre, de réagir sur vos quelques questions, si il y en a. Effectivement, comme le disait Hervé Rebolo tout de suite, cette présentation se situe dans la continuité d'abord d'un premier webinaire de conjoncture sur le marché de la construction qu'on a réalisé cet automne, et puis aussi dans la continuité de l'intervention de l'année dernière sur là aussi le marché de la construction, comment se portent aujourd'hui les différents segments du marché, le bâtiment, le TP, dans cette notion de lancement de chantier, de nouveaux chantiers qui sont vos clients de demain, et donc qui ont besoin en tout cas des matériels que vous proposez de différentes façons. Donc en fait, ce qu'on a fait cette année, et c'est la nouveauté qu'on va vous présenter aujourd'hui qui nous paraît assez intéressante et qui nous fait progresser ensemble dans la compréhension du marché, c'est ce que nous avons fait cette année, c'est qu'en fait nous avons transformé nos projets de construction dans lequel évidemment nous connaissons l'envergure des chantiers, nous connaissons les chantiers de TP qui sont lancés, donc nous connaissons un certain nombre de choses sur ces chantiers. Et nous avons en fait converti ces marchés, ces projets de construction, ces immeubles en construction, nous les avons convertis en besoins de matériel. Comment est-ce que nous avons fait ça? Anthony va nous l'expliquer tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais je voudrais déjà poser un peu les principes pour vous expliquer la démarche. Nous avons pris un projet d'immeuble et nous avons demandé à des experts du matériel par rapport à la taille de cet immeuble, quels est aujourd'hui les besoins dans les différents matériels qui peuvent être utilisés, que ce soit du petit matériel de petit outillage, que ce soit du matériel d'élévation, du matériel de gestion des terrains, etc. Et nous avons monté donc un référentiel qui nous permet de transformer ce projet de construction en besoin de matériel. Et puis ensuite, nous avons appliqué ça sur l'ensemble des projets, ce qui nous permet du coup d'avoir une vision du besoin en matériel de construction. Alors, je vais entrer un peu dans le détail. Avant d'entrer dans le détail du matériel, je voudrais rappeler quelques chiffres. Pardon, excusez-moi, je voudrais rappeler quelques chiffres sur les chantiers de construction neuve avant de parler de ce besoin de matériel. Et donc, on a fait une mise à jour à projection à fin décembre. C'est plus qu'une mise à jour, vous allez me dire, puisqu'on est au 1er décembre, donc il y a encore un mois devant nous. C'est quand même globalement, on a positionné les chantiers en date de début de chantier, ce qui fait que nous connaissons les chantiers qui s'ouvrent en décembre, donc nous sommes capables aujourd'hui de donner toute l'année 2020 sans aucune ambiguïté. Donc voilà aujourd'hui ce qu'on peut dire sur les chantiers BTP, bâtiments et TP, donc neuf. Nous parlons bien que du chantier neuf, de la construction neuve. Les années 2018-2019 donc étaient autour de 86-87 milliards d'euros, avec 63, 67 aussi, 64 et 68 milliards d'euros pardon pour le bâtiment, et puis 24 et 23 milliards d'euros pour le TP. Donc, qui sont des années plutôt fastes. On sait que l'année 2019 est une grande année. 2018 était déjà correct, mais 2019 est une grande année pour le bâtiment, avec beaucoup de projets à la fois sur des maîtres d'ouvrage privés et des maîtres d'ouvrage publics. Donc, il y a un certain nombre une dynamique qui est assez bonne. Et puis, en 2020, la situation a un peu changé. Alors je rappelle que nous parlons des projets en date de début de chantier, donc ce sont des projets qui ont été négociés, qui ont été mis en œuvre pour pouvoir être lancés sur l'année 2020.
Alors, sur l'année 2020, on a une petite baisse sur le bâtiment. Donc avec quasiment 62 milliards dans le bâtiment et 19 milliards dans le TP. En fait, on a une baisse d'à peu près 9% sur le bâtiment. Nous, on estime que le volume d'affaires sur le bâtiment en date de début de chantier, j'insiste beaucoup là-dessus parce que si on parle de négociations et de futurs chantiers pour 2021, c'est un petit peu plus, la baisse est un peu plus significative, mais là, en début de chantier, on est sur à peu près 9% de baisse sur le bâtiment et par contre 19% sur le TP. Le TP subit un double effet sur l'année 2020, un premier effet de crise Covid et puis un effet un effet électoral, puisque les élections du mois de mars, même si elles ont lieu, même si elles ont été perturbées, qu'elles ont été réalisées en 2 fois, on joue aussi, pousse beaucoup, en tout cas influence beaucoup le marché du TP, parce que quand on compare les années 2019 à 2020, le TP subit fortement l'impact sur le public. Par définition, notre public est un certain nombre de projets portés par les opérateurs publics. Donc l'année électorale est toujours une année plus difficile, ça on le sait, c'est structurel, auquel s'est donc ajouté l'effet Covid de 2020, donc ce qui explique la baisse sur le TP sur l'ensemble en début de chantier. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est établi. On peut également vous donner une vision un peu plus détaillée trimestre par trimestre sur les années depuis 2018 jusqu'en 2019. Alors évidemment, les chiffres par trimestre sont un petit peu plus marqués dans leur tendance sur les 2 derniers trimestres. Vous avez par exemple là, on prend un T3 2020 à 15 milliards d'euros, alors qu'on avait un T3 2019 à 16,8 milliards d'euros, donc pour le bâtiment, et puis 4,6 sur le TP contre 6,5 en 2019. Donc là, évidemment, on a un décrochage beaucoup plus net. C'est aussi lié à l'effet électoral, puisque l'effet électoral fait que les fins d'année, enfin les quelques mois avant les élections, boostent un petit peu les commandes, alors que donc après, du coup, la chute est forcément plus importante. Et on finit là sur un T4, un peu plus dur sur le bâtiment, à 13,8, contre 4,8 sur la partie TP. Les 13,8 aujourd'hui, c'est clairement la maîtrise d'ouvrage privée qui a fortement baissé ses nombres de permis et ses projets en négociation sur les derniers trimestres. En tout cas, il y a beaucoup d'hésitations et donc il y a quand même un petit pas qui est marqué là depuis 2 trimestres et qui est un peu plus net sur le TP, qui pour nous en tout cas annonce une année 2021 un petit peu plus délicate et en tout cas le premier semestre sûrement un petit peu plus délicat. Donc voilà ce qu'on peut dire déjà sur la partie marché, donc le marché des chantiers de construction. Et donc là, je vais laisser Anthony nous expliquer comment il a fait, puisque c'est lui qui a œuvré sur ces sujets, comment il a fait pour transformer ses projets de construction en besoin de matériel. Et donc, on a prévu quelques slides pour vous expliquer la méthodologie avant de vous donner les chiffres, parce qu'il est très important de comprendre évidemment comment on a fait pour vous donner l'ensemble des chiffres. Anthony, je peux te laisser commenter cette partie méthodologique. Oui, tout à fait. Merci Hervé pour cette introduction. Donc, à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, il nous a semblé important de bien en fait redéfinir le cadre et la démarche méthodologique pour arriver donc aux chiffres que vous présentera Hervé en deuxième partie de présentation. Donc voilà, l'idée en fait c'est de faire un petit peu le cheminement et de reprendre le cheminement méthodologique qu'on a suivi. Donc, dans un premier temps, c'était, et donc c'est le premier carré qui est en haut à gauche, c'est déjà de sélectionner en fait les chantiers publics et privés de BTP9. Donc, on dispose d'une base de données en fait qui est très large. Et l'idée en fait, c'est d'aller au sein de cette base pour récupérer en fait les chantiers qui nous intéressent et qui rentrent dans ce cadre de chantiers publics et privés de BTP9. Donc ensuite, grâce à notre système d'indexation, on a la possibilité de segmenter ces chantiers. C'est-à-dire qu'un chantier, en fait, on va lui attribuer
une catégorie. Et donc, un chantier de TP, par exemple, va rentrer dans 8 grands métiers qu'on a définis. Donc, ces métiers, on les verra un peu plus en détail tout à l'heure, mais c'est la canalisation, les fondations spéciales, le génie civil, le maritime fluvial, le terrassement, les travaux routiers, les travaux électriques et les voies ferrées. Donc, on a 8 grands métiers. Et pour le bâtiment neuf, on a 2 catégories. On a décidé de distinguer le logement et le hors-logement. Et donc, on verra par la suite que ces grands métiers et ces catégories de logement vont forcément jouer sur déjà la part de matériel et également sur la répartition en fait des types de matériel. Donc, une fois qu'on a cette sélection, on va calculer la valeur totale en fait, la valeur totale des chantiers. Donc, quelque part, cette valeur, elle correspond au slide que vous a présenté Hervé précédemment, donc où on est voilà, sur une volumétrie d'à peu près 60 milliards d'euros sur le bâtiment, 20 milliards sur le TP, sur l'année 2020. Donc, ça nous permet quelque part d'avoir une volumétrie globale, mais également de pouvoir avoir une valeur estimée au chantier. Et donc, une fois qu'on a cette valeur donc, du chantier, l'idée, c'est de savoir et de réussir à déterminer comment quelque part, quelle est la part du matériel dans ces chantiers de construction. C'est-à-dire, j'ai un chantier qui a une valeur d'1 million d'euros. L'idée, c'est de déterminer sur ces 1 million, quelle est la part qui part sur le matériel de construction. Et donc, on verra dans le slide suivant quelle est cette part et comment elle a été déterminée. Et donc, pour déterminer ça, on est allé chercher directement l'information auprès des professionnels, donc auprès des professionnels du BTP, qui nous ont donné, à partir de leur expertise, de leur expérience, des éléments. Alors après, effectivement, ce qui revient souvent, c'est que c'est très difficile de déterminer sur un chantier une valeur de besoin de matériel, mais en tout cas, on a cherché des intervalles, on a cherché à creuser, on a fait beaucoup d'entretiens pour réussir à trouver des codes-parts. Ensuite, donc, une fois qu'on a cette part de matériel, l'idée c'était de savoir, et on verra un petit peu par la suite comment ça se répartit, c'est de répartir quelque part ce besoin de matériel auprès de 7 grandes catégories de matériel. Donc on détaillera tout à l'heure. Et l'idée, ça va être d'attribuer, donc par exemple sur 1 million de chantiers, j'ai 100 000 euros de matériel, ça va être de voir comment se vend-il ces 100 000 euros de matériel sur les différents types de matériel. Et donc ensuite, on applique ces différentes codes-parts au chantier retenu. Bien, voilà déjà un petit parcours, effectivement, un petit parcours méthodologique qui nous amène à quelques chiffres. Exactement. Donc ces chiffres-là, donc une fois de plus, donc ils émanent des différents entretiens qu'on a pu avoir avec des professionnels du BTP. Donc comment lire ces chiffres? Donc quelque part, on va retrouver donc les catégories que je vous ai exposées précédemment. Donc, pour le bâtiment, on a retenu 2 catégories. On a le logement et le relogement. Et pour le TP, on va avoir 8 catégories. Et donc, là, quelque part, les chiffres que vous avez sous les yeux, si je devais prendre un exemple, c'est que, par exemple, sur un chantier de bâtiment neuf qui concerne du logement, on a estimé que pour donc une valeur de chantier de 1 million d'euros, il y avait 10% qui étaient destinés au matériel. Donc, ce qui veut dire que sur 1 million d'euros de chantier de logement neuf, on a 100 000 euros qui sont attribués au matériel. Et pareil, de la même façon sur le TP, donc on va avoir des codes-parts qui sont différentes et effectivement, ces codes-parts vont varier donc, en fonction du type de métier. C'est-à-dire qu'on va avoir des métiers TP qui vont être très demandeurs de matériel, comme par exemple les voies ferrées, le maritime fluvial qui nécessite souvent un matériel très spécifique et qui est très cher. Et en revanche, on va avoir des métiers où le besoin de matériel va être un petit peu moins élevé, comme par exemple le génie civil ou les canalisations. Et donc, à partir de ces codes-parts, on va quelque part les appliquer au montant de chantier pour déterminer le besoin de matériel et l'estimation qu'on va vous livrer par la suite. Que voilà. En partie. Exactement. Alors, là, quelque part, c'est donc la deuxième étape de notre recherche, c'est-à-dire, je repars de mon exemple de 1 million d'euros de chantier. Donc, 1 million d'euros de chantier de bâtiment, par exemple, nécessite 100 000 euros de matériel. Et donc, sur ces 100 000 euros, donc là, si je prends l'exemple du bâtiment, c'est sur ces 100 000 euros,
on va avoir des besoins par type de matériel qui vont être variables. C'est-à-dire que nous, on a retenu que, par exemple, pour 100 000 euros de matériel dans un chantier de bâtiment, 35%, donc 35 000 euros, sont destinés à du matériel d'élévation. Alors, le matériel d'élévation, on va être sur des grues, on va être sur des camions grues, sur des échafaudages. En revanche, si je prends, par exemple, le métier TP fondation spéciale, là, on voit qu'on est sur une répartition matérielle qui va être bien différente. C'est-à-dire que là, sur, admettons, un besoin de 50 000 euros de matériel, quelque part, 69% de ces 50 000 euros vont partir sur des engins pour travail des terrains. Donc, ce qu'on appelle engins pour travail des terrains, ça va être, parce que vous connaissez très bien, hein, forcément, ça va être les pelles, les mini-pelles, tout ce qui va être tractopelles, les bulldozers. Quelque part, voilà, tout le matériel qui va servir à travailler, à avoir une action sur le terrain. Si je dois poursuivre ma définition des types de matériel qu'on a retenu pour que ça soit plus limpide pour vous pour la suite de la présentation, dans ce qu'on appelle outillage et petits équipements, on va être sur tout ce qui va être outillage donc électroactif, sur des piqueurs, des niveleuses, etc. Donc, ça va être vraiment quelque chose que la main-d'œuvre va pouvoir utiliser. Sur les engins de transport, on va être là sur ce qui va servir à déplacer donc à la fois des matériaux, mais également des engins, etc. Donc là, on va être sur des poids lourds, on va être sur des tombereaux, etc. Donc ce type de matériel. Ensuite, la catégorie modulaire, donc là, on va être sur tout ce qui va être cabanon de chantier, donc tout ce qui va être préfabriqué, les Algeco, etc. Donc là, on voit qu'on est à peu près sur l'ensemble des métiers, on est à peu près sur une part qui varie de 3 à 5%, un peu plus sur le bâtiment. Ensuite, on va avoir le matériel qui concerne l'énergie. Donc, c'est ce qui va servir quelque part à alimenter tout ce qui se situe sur le chantier. Donc, on va être sur des groupes électrogènes, on va être sur des pompes, sur des compresseurs, etc. Ce type de matériel. Et pour terminer, donc une part bien moindre, vu qu'on est entre 1 et 2%, ça va être tout ce qui est matériel de manutention. Voilà, ça va être vraiment tout ce qui va être des diables, des chariots, etc. Donc des choses en fait qui vont être pour transporter des éléments, mais qui sont moins, on va dire moins volumineux, par exemple, que les matériaux ou autres. Voilà, donc c'est important pour nous déjà de vous présenter ça et que vous ayez bien en tête déjà là les différentes cotes-parts en fonction des métiers TP et également d'avoir les définitions et ce qu'on met derrière les catégories de matériel. Ça nous donne cette approche par type de matériel et par type de chantier. Je te laisse la commenter. Exactement. Ouais, donc pour terminer, donc sur cette approche méthodologique, donc sur la slide précédente, on était sur le métier, donc le métier retenu et la répartition des matériels sur un métier. Là, quelque part, on a le cheminement, la transposition de ça, c'est-à-dire que là, en ligne, vous avez donc les différentes catégories de matériel, donc que je vous ai exposé précédemment, et ensuite, on va avoir la répartition de ces catégories de matériel sur le bâtiment et sur le TP. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends 100 000 euros de besoin d'engins pour travail des terrains, ces 100 000 euros, on constate, avec les chiffres qu'on a calculés, etc., qu'on va être sur à peu près 20% qui vont partir sur des chantiers de bâtiments neufs et 80% sur le TP. Si je prends l'élévation, là, quelque part, j'enfonce une porte ouverte, mais on voit qu'on est sur l'élévation, sur un besoin qui est très majoritairement concentré sur le bâtiment, très peu sur le TP. À l'inverse, si je prends les engins de transport ou les engins pour travail des terrains, là, on va être sur un besoin qui est beaucoup plus TP, en fait. Voilà. Et donc effectivement, ça permet d'avoir quelque part une autre approche. Et donc, quelque part, avant de laisser Hervé enchaîner et de vous présenter donc les chiffres que vous attendez, voilà, l'idée, c'était vraiment que vous ayez en tête cette méthodologie, les codes-parts qu'on a utilisés, pour que derrière, quelque part, vous puissiez avoir une restitution de ce besoin, donc une estimation de ce besoin de matériel par rapport à une offre de chantier. En fait. Voilà. Merci Anthony, effectivement, et j'insiste sur le fait que
Cette méthode, en fait, elle est issue d'une série d'entretiens qualitatifs avec des experts du marché. Anthony l'a mentionné. Ce n'est pas une analyse statistique à partir de 50 000 projets de construction. Hein, c'est une vision qualitative d'experts. Anthony a sollicité une bonne trentaine d'experts du marché, que ce soit des responsables matériels chez des constructeurs, ou que ce soit des loueurs, ou que ce soit un certain nombre d'opérateurs spécialisés sur la gestion des matériels. Alors soit ils nous ont donné leur approche spécifique parce qu'ils connaissaient le modulaire dans le bâtiment et donc ils nous ont parlé de cette partie-là, soit ils avaient une vision globale des chantiers et en fait chacun nous a donné des chiffres, des estimations et nous avons consolidé l'ensemble pour construire ce modèle de référence qui est appliqué ici et qui nous paraît être qualitativement assez intéressant. Il faudrait sûrement à l'avenir aller le vérifier d'un point de vue quantitatif, c'est-à-dire de prendre cette fois-ci 1000, 2000, 3000 projets de construction et d'aller vérifier ces pondérations pour éventuellement les réajuster. Mais en tout cas, on a une première version là aujourd'hui qui est le fruit d'un travail qualitatif et on tenait à vous remercier. En tout cas, on sait qu'il y en a quelques-uns qui sont autour de cet écran. Donc, on tenait à vous remercier effectivement pour vos différentes contributions à ce modèle, parce que c'est à la fois notre connaissance statistique des traitements de la donnée et votre expertise métier qui permet d'éditer ce genre d'indicateurs. Donc évidemment, maintenant que vous avez compris qu'on avait tous les projets de construction et qu'on avait trouvé un beau référentiel pour les transformer en matériel de chantier, en matériel de construction, pardon, la question est donc aujourd'hui posée de savoir quels chiffres on arrive aujourd'hui sur ces matériels de construction neuves. Voici la valeur totale à laquelle nous arrivons. Nous, quand nous avons pris, donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, les 80 milliards d'euros de chantier, chaque chantier étant du bâtiment ou du TP, on applique le référentiel qu'Anthony vient de vous décrire. Et nous, on considère qu'on est sur un petit 11 milliards d'euros sur les années 2018 et 2019, et qu'on est sur un petit 10 milliards d'euros sur l'année 2020. Alors, cette slide, c'est sûrement pas la plus intéressante pour vous, mais pour nous, c'était la slide de vérité, parce qu'en fait, vous voyez bien que voilà, on a des milliers de chantiers devant nous, on a un référentiel qu'on a appliqué et qui nous donne une vision globale du chantier. Donc la question se pose de savoir si on était complètement à côté de la plaque ou pas, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, en termes de marketing, pour mesurer un marché, il y a deux approches. La première approche, c'est de lister la somme la somme du chiffre d'affaires de tous les offreurs de services. Donc il suffit de prendre aujourd'hui par exemple tous les loueurs de matériel et puis de leur demander combien ils font de chiffres et d'additionner tout ça et on obtient donc le marché. Et l'autre approche, c'est de prendre tous les clients et de demander quel est leur besoin sur ce marché. Et donc c'est ce que nous avons fait là aujourd'hui. On a pris tous les clients et on leur a demandé quel était leur besoin sur ce marché. Donc en fait, quand on rapproche ces chiffres, et donc on a évidemment confronté ces chiffres avec Hervé Rebolo qui nous a dit que a priori on n'était pas complètement à côté de la plaque. Donc déjà c'était une suée en moins, une peur en moins en tout cas devant ces chiffres-là, et quand on a pu sortir ces grands volumes. Donc 11 milliards d'euros sur les années 2019, assez stable, et une petite baisse en 2020. Clairement, la baisse de 2020, elle est liée au ralentissement du T3 et T4, puisqu'on positionne tous ces marchés en début de chantier. Alors, on est tout à fait conscient que pour beaucoup d'entre vous, le besoin de matériel n'est pas seulement au début de chantier, il est tout au cours du chantier. Mais la règle que nous avons appliquée, c'est de dire que sur un chantier, quand il y avait besoin de 100 000 euros de matériel, on a positionné ces 100 000 à la date du début de chantier. Si ce chantier dure 6 mois, 18 mois ou 2 ans, l'étalement en fait n'a pas été pris en compte. Ça pourrait être un axe de progrès pour essayer de mesurer plus et de se rapprocher plus de votre facturation mensuelle sur la partie matérielle. Mais là, on est dans une logique de prise de commande en quelque sorte, ou en tout cas de besoin. Je comprends bien évidemment que des gens qui font du matériel d'élévation, le matériel d'élévation évidemment, il n'est pas demandé tout de suite au début de chantier, et donc il peut être demandé plus tard et plus fort sur la fin du chantier. Mais en attendant, nous pour l'instant, on a positionné l'ensemble du besoin en matériel sur la date de début de chantier. L'intérêt de l'approche aujourd'hui, et vous le comprenez bien, c'est que vu que nous avons tous les projets de chantier de neuf et de TP et de bâtiment,
que nous avons ce modèle, nous avons la vision globale que vous avez sous les yeux, et puis évidemment, nous avons la capacité à aller décliner les choses suivant plein d'angles de vue, et donc on va là aujourd'hui vous en présenter quelques-uns pour vous montrer l'intérêt de la donnée qui est derrière. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est un document que Anthony voulait pas mettre dans la présentation parce qu'il le trouvait moche, et moi je le trouve très sympa et plutôt très intéressant. En fait, c'est ce document-là. Cette carte de France, elle représente à la commune le besoin en matériel de construction. Alors, elle est illisible, elle n'est pas exploitable, elle est peut-être même pas très jolie d'ailleurs, mais elle présente je trouve un intérêt assez pertinent aujourd'hui. C'est en fait, finalement, on retrouve des grandes métropoles, hein, on les voit quand même, ces différentes métropoles. On voit des zones de concentration, on voit des zones plus blanches, en tout cas moins fortes. On mesure le sud-est là, par exemple, avec une certaine densité. On voit bien l'ouest là, hein, on voit bien Nantes, Angers, Rennes. On les reconnaît. En fait, ces départements où il y a beaucoup de chantiers et donc forcément beaucoup de besoins en matériel. Et donc ainsi que la partie nord avec une densité dans le nord-est qui est visiblement plus importante, et donc qui nous permet en fait d'avoir une visibilité là-dessus. Donc cette carte-là, elle a été tracée avec l'ensemble des données que nous avons, transformées donc en matériel de construction, hein, évidemment. Là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la représentation du matériel, du besoin en matériel de construction. Mais pour la rendre un petit peu plus lisible, nous l'avons transformée dans des approches plus traditionnelles, notamment comme celle-là. Aujourd'hui, donc, nous avons pris pour chacune des régions, en fonction du lieu de localisation, du lieu d'exécution de la région, la taille du marché régional en matériel de construction. Et donc, dans notre modèle, aujourd'hui, la Bretagne représente 560 millions d'euros de potentiel en matériel de construction. Là, nous sommes sur l'année 2020, donc une année à un petit 10 milliards d'euros. Évidemment, les chiffres sur les années précédentes seraient disponibles pour connaître la région Bretagne. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est l'Île-de-France qui évidemment concentre 17% de la valeur globale du marché, avec 1,6 milliard d'euros. Par contre, on a sur les régions, sur les 4 premières régions, Île-de-France, Auvergne, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, on a des potentiels, on a quasiment la moitié du marché sur ces 4 régions, avec des besoins moins importants sur les autres régions. Alors c'est très lié à la dynamique régionale de construction, hein, évidemment, mais transformé en tout cas dans chacun des thèmes. Un des intérêts qu'on a aussi essayé de faire et de sortir en termes de données, c'est qu'en fait, on a essayé de ramener le besoin de matériel par rapport au budget de construction de la région, enfin au marché de la construction de la région. Autrement dit, le graphe que vous avez sous les yeux se lit de façon assez simple, c'est que si on prend par exemple la Normandie, eh bien on sait qu'en Normandie, ce qu'on dit, c'est que pour 1 million d'euros de construction, il y a 123 000 euros de matériel. A besoin de 123 000 euros de matériel. Contrairement par exemple à l'Île-de-France, où pour 1 million d'euros de construction, il y a 100 000 euros de besoin de matériel. C'est une approche un peu différente parce qu'elle gomme les écarts qui sont liés à la taille des marchés. Évidemment qu'en Île-de-France, le marché est plus important, mais c'est tout simplement parce qu'on construit beaucoup en Île-de-France, et particulièrement depuis 2 ans. Mais du coup, c'est quand même assez intéressant aussi de pouvoir gommer cette taille des différentes régions en apportant une approche plus relative, et que finalement la Nouvelle-Aquitaine avec 119 000 ou PACA avec 119 000 euros pour 1 million d'euros de construction, sont des marchés assez intéressants où les prix sont sûrement un petit peu moins tirés que sur l'Île-de-France, où avec 101 000 euros de matériel pour 1 million, finalement, ce qu'on dit, c'est que la pression prix est plus forte sur l'Île-de-France que sur la Normandie, et je ne commenterai pas ni la Corse la Corse je commenterai pas, et les Dromcom à 158 000 euros pour 1 million d'euros de marché de construction. Donc on voit que ça fait quand même des vraies différences entre les régions, ce sont des comportements d'achat et de pression prix en fait qui sont différents suivant les régions, et qui nous paraissaient intéressants de vous mentionner aujourd'hui pour essayer de gommer ces différents écarts entre les régions.
Si on prend maintenant une approche plus relative, c'est qu'on compare 2019 à 2020, en fait, dans la partie besoins en matériel, on a une carte qui est assez révélatrice en fait du comportement de l'année 2020. Donc là, vous avez affiché les retraits du marché donc entre 2020 par rapport à 2019. Je rappelle que 2020 est projeté jusqu'au 31 décembre avec un mois de décembre en début de date de chantier, hein, donc dans lequel finalement l'Ouest ou en tout cas est un petit peu moins touché. On a Auvergne-Rhône-Alpes qui est un petit peu moins touché quand même avec moins 7,7%. Et la partie, par contre, les parties nord-est, donc Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France, sont quand même assez touchés sur le retrait sur cette année 2020 par rapport à 2019. Probablement des effets Covid, mais pas que. On a montré dans d'autres études qu'il y avait des problématiques de construction un petit peu différentes sur ces régions-là, qui pouvaient aussi avoir impacté au-delà de l'effet Covid, ou des effets commande publique qui sont également importantes à différencier, ou aussi des effets effectivement promotion immobilière qui elles aussi sont un petit peu différents suivant les différentes régions et qui peuvent expliquer les choses. En tout cas, voici un comportement régional qui nous paraissait intéressant de vous mentionner en termes de vision et de restitution. Si je les remets en parallèle par rapport à la taille des marchés que je vous ai présenté tout à l'heure, évidemment, on voit bien que le nord-est là, avec 689 millions, 533, 1,5 milliard et 298 millions en Franche-Comté, ça fait quand même une grosse part du marché. Et que donc ce quart nord-est, qui est un petit peu plus en difficulté, est finalement assez impactant sur le comportement général de 2020. Et on voit bien qu'il y a quelque chose de toute évidence à travailler sur cette région, alors que la partie Auvergne-Rhône-Alpes, finalement, avec 1,2 milliard, ce qui est quand même 1,172 milliard sous les yeux, et avec un retrait simplement, entre guillemets, de 7%, finalement, Auvergne-Rhône-Alpes s'en sort plutôt bien. Et le sud d'ailleurs aussi, hein, je crois qu'on a vu que PACA, en fait, s'en sortait pas trop mal avec moins 12%, moins 12,3% pour un marché à 669 millions d'euros. Donc en fait, on a bien aujourd'hui des comportements différents et des impacts différents, ce qui signifie effectivement que dans la partie régionale et dans la vision régionale des choses, il y a des comportements différents et des potentiels différents qui peuvent s'ouvrir. Et comme on sait que ce marché est un marché de proximité, nécessairement la déclinaison locale est relativement importante à comprendre. Au moins régional, c'est un minimum, mais sûrement un petit peu plus que régional. Si je poursuis cette analyse, évidemment par type de matériel, puisque vous comprenez bien que, comme Anthony vous l'a expliqué tout à l'heure, nous avons décomposé les projets par type de matériel. Donc aujourd'hui, voici ce que nous voyons sur les 10 milliards, les 9,3 milliards d'euros de 2020. Voilà comment nous voyons la répartition par différents types de matériel. Je ne reviendrai pas sur les catégories, hein, Anthony vous l'a présenté tout à l'heure. Pour nous, le premier matériel en euros en tout cas, peut-être pas forcément en nombre de chantiers, mais en euros, c'est quand même le travail des terrains qui reste la demande principale, avec quasiment 40% de la demande. L'élévation reste un sujet extrêmement important, le matériel d'élévation reste un sujet très important, et les engins de transport. Le modulaire est un peu faible, je trouve, par rapport à un sujet qui est beaucoup évoqué hein, dans les échanges qu'on a pu avoir avec vous ou avec DLR d'une manière générale. On sait bien que le modulaire est un sujet tout à fait important. Et donc peut-être voir s'il se trouve dans ces bâtiments, comment, en tout cas, quel regard critique vous pourriez avoir, et évidemment vos réactions seront intéressantes à avoir sur ces différents sujets. Donc vous avez et puis ensuite la partie énergie et manutention qui eux aussi sont sur des valeurs moindres, mais en tout cas c'est bien le travail de terrain, l'élévation, engin de transport et le petit équipement qui font la majorité du marché. Alors un intérêt également, c'est de décliner ces types de matériel par région, puisque il peut y avoir des comportements régionaux un petit peu différents. On voit
par exemple que donc là vous avez un graphe qui représente pour chaque région le poids des différents types de matériel en travail terrain, transport, modulaire, manutention, élévation et petit équipement et énergie. Pour commenter les choses, on voit bien que un gros 40%, entre 39 et 47% pour toutes les régions, ça reste le travail des terrains. Les Dromcom sont plus impactés que le reste. C'est sûrement lié au fait qu'il y a beaucoup de projets de TP, sûrement lié au fait peut-être de besoins plus spécifiques, en tout cas sur ces territoires, par rapport à des régions comme Hauts-de-France, par exemple, où visiblement c'est un sujet un petit peu moins important. Entre 39% et 53%, ça fait quand même un petit écart, 14 points, c'est quand même pas négligeable. Et puis, ensuite, il y a une spécificité Île-de-France sur l'élévation. Et ça, on le comprend aussi, il y a une certaine logique. C'est le fait que le marché bâtiment est plus important que le marché de TP en Île-de-France. Donc, ce qui fait qu'en fait, on a un 24% d'élévation, un 24% du marché sur l'Île-de-France qui est sur l'élévation. Et puis, une certaine constance de tout ce qui est transport avec des 18-19% sur l'ensemble des régions. Sachant que la partie petit outillage, par contre, est un petit peu plus modulée sur l'ensemble du territoire. Là encore, c'est du relatif par rapport à chaque marché. C'est pour caractériser finalement les différents types de bâtiments et les différents types de régions, enfin types de projets dans lesquels les matériels sont nécessaires par rapport aux différentes régions. Donc on a une certaine différences de comportement régionaux, même évidemment c'est pas des grandes ruptures, mais il y a des petites subtilités qui peuvent être intéressantes si vous êtes dans un métier ou dans un autre. Ça peut être important de pouvoir localiser ou en tout cas identifier dans quelle région les choses peuvent être plus intéressantes que d'autres. Voici donc cette deuxième vision par rapport au matériel, comme on a pu le voir tout à l'heure sur la vision globale par région. Et puis avec ces données, nous avons creusé un petit peu plus l'approche en se disant finalement on doit pouvoir faire des choses encore plus intéressantes avec ces données, et on a essayé de déployer une approche un peu plus locale, en se disant si je descends plus l'approche et qu'au lieu d'être très régional comme on l'a été tout à l'heure, on essaie de descendre vraiment à l'échelle d'une agence en fait, parce que finalement on va parler d'agence, en tout cas pour la location, on va parler d'une agence de location aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en fait sur cette demande-là? Et donc on a fait une simulation sur une région qu'on aime bien, qui est Nantes. On est basé à Vector Plus est basé à Nantes, et donc on s'est dit pourquoi s'éloigner de nos bases arrière. Et donc on a pris par exemple la région de Nantes avec un périmètre de 25 km autour de Nantes. En fait, pour finalement sortir l'ensemble des besoins de construction qui pouvaient être intéressants sur l'ensemble de la région nantaise. Donc nous, on sort un potentiel de 178 millions sur l'ensemble de la région nantaise en 2020, puisqu'en fait après, on pourrait regarder par rapport à 2019, mais en tout cas en 2020. Et cette valeur de 178 millions, en fait, elle se répartit sur différents types de demandes. On a nos travaux pour les terrains avec 67 millions, donc à peu près un tiers de la demande, l'élévation, les engins de transport et l'outillage et le petit équipement, on reste bien dans une approche cohérente, et puis le modulaire, l'énergie et le matériel de manutention qui restent sur des demandes secondaires, en tout cas sur le périmètre de Nantes, et évidemment avec la capacité d'aller identifier les communes sur lesquelles les chantiers ont été demandés, puisqu'on va pouvoir localiser les différents chantiers sur lesquels ces matériels ont été utilisés, et donc avec la possibilité de faire sur la région nantaise une cartographie un peu plus précise qui permet de savoir en fait commune par commune où sont situés les différents besoins en termes de matériel, avec la répartition que je vous ai proposée tout à l'heure. Alors évidemment, on va trouver toujours la ville centre, la ville métropole comme l'acteur principal, mais avec un certain nombre d'autres communes autour qui peuvent avoir de l'intérêt et qui du coup montrent aussi des zones dans lesquelles il y a moins de pertinence. Et je pense que parler de zones plus faibles, c'est aussi intéressant de connaître les zones un peu plus faibles, c'est aussi intéressant que de connaître les zones à fort potentiel. Donc dans cet environnement,
pour pouvoir identifier à la fois les chantiers et les besoins de localisation, parce que finalement on sait bien que c'est un concept de localisation qui va être important par rapport à l'ensemble de ces matériels. Peut-être plus de matériel que d'autres. J'imagine que des grosses opérations de la notion de grue par exemple, etc. est forcément moins sensible à la partie localisation que du petit matériel électroportatif. Mais en tout cas, là vous avez ici où sont situés les besoins par rapport à une approche et une localisation tout à fait spécifique. Ça nous permet donc effectivement de conclure cette présentation sur ce potentiel de marché. Pour aller plus loin, on a laissé dans la présentation un petit tableau qui vous permettra de décomposer en fait et d'avoir un petit peu plus de précision sur les comportements. On a trouvé que ce tableau-là exprimait en synthèse quelque chose d'assez intéressant sur la vision du marché. Donc en fait, d'avoir en fait par type de matériel et par région l'évolution 2020-2019 et donc vous permettre peut-être, si vous êtes dans une région particulière ou sur un type de matériel particulier, de pouvoir apprécier des comportements, des tendances, avec évidemment des comportements un petit peu différents suivant les différents types de matériel. Alors je rappelle beaucoup, et c'est relativement important, je pense, à comprendre que nous positionnons, quand on parle de 2019 ou 2020, la date dont nous parlons, c'est une date de début de chantier. Donc, par exemple, un chantier qui débute au T4 2020, là, qui a débuté le mois dernier, eh bien, nous, on va le positionner en 2020. Que son besoin s'exprime et s'étale sur 6 mois ou 12 mois, ça, c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans l'étude. Donc, on est vraiment dans la logique prise de commande, dans la logique engagement de chantier. Et donc, ça veut dire que des projets qui ont été engagés en 2019, par exemple, et qui ont été positionnés pour nous, par exemple, en avril 2019, s'ils ont duré 18 mois, eh bien, ils ont encore généré évidemment de l'activité et de la facturation sur 2020. Mais vous savez très bien qu'aujourd'hui, la facturation 2021, elle est liée au chantier qui débute en 2020. Et donc aujourd'hui, nous, on a essayé d'avoir cette anticipation d'activité à travers cette logique de prise de commande qui est effectivement relativement important. Voilà, Hervé, ce qu'on voulait partager en synthèse, en tout cas sur ce marché du matériel de construction. On avait prévu d'échanger autour de 45 minutes et de vous laisser encore la place à quelques questions. Est-ce que déjà, Hervé, ça vous inspire des remarques ou des commentaires? Est-ce que vous voulez déjà peut-être échanger ou en tout cas réagir peut-être à ces premiers chiffres? Non, ce qui serait sympathique, c'est d'avoir plutôt des questions de la salle, entre guillemets. Moi, j'ai pas de commentaire particulier. Mon commentaire n'est pas intéressant. C'est y a-t-il des questions? Voilà. Oui, tout à fait. Alors, j'ai une question dans la salle où on me dit, et Anthony fera un mea culpa, qu'on est d'accord que Algeco, c'est bien un nom propre d'entreprise, c'est pas une catégorie de matériel. Et donc, c'est un raccourci de néophyte. Nous, comme je dis souvent à nos clients, vous êtes ces experts métiers, nous, on est des experts de la data. Et donc, c'est la collaboration qui permet d'avancer. Et donc, désolé en tout cas pour ce raccourci un peu abusif qui, je vois, n'a pas forcément plu en tout cas, et c'est tout à fait normal, je le comprends tout à fait, désolé. On me demande une question sur qu'est-ce qui est compris dans la catégorie énergie. Alors là, Anthony, je vais te demander de revenir, peut-être revenir sur qu'est-ce qu'on a mis dans énergie, je crois. Ouais. Oui, dans les catégories de matériel. Donc oui, effectivement. Donc sur énergie, moi j'étais plutôt sur tout ce qui était donc groupe électrogène, les compresseurs, tout ce qui va être pompe, etc. Donc vraiment tout ce qui va servir à alimenter d'autres types de matériel sur un chantier. Donc c'est ça, il y a les pompes qu'on met dans la catégorie énergie. Dans les pompes, il y a les pompes qui ont été mises dans l'énergie. D'accord, ok. Ouais. Une question, on nous pose la question de quand l'étude a été faite. Alors, l'étude, on l'a commencé il
quasiment au confinement, au premier, pardon, en mars-avril, enfin un peu avant, non, un peu avant quand même, non, mars, février-mars. On a eu on a commencé par faire des essais statistiques. En fait, on a essayé dans nos données d'aller chercher des éléments statistiques pour avoir une approche plus pertinente. On a travaillé, je crois l'avoir déjà dit, mais je sais que Vector Plus fait partie du groupe Infopro Digital. Au sein d'Infopro Digital, il y a une entité qui s'appelle Batiprix. Et Batiprix aujourd'hui détient des modèles qui permettent de faire des devis dans le bâtiment. Et dans ces modèles qui permettent de faire des devis dans le bâtiment, il y a des évaluations du matériel nécessaire par rapport à différentes situations. Donc on a essayé d'utiliser le référentiel de connaissances de Batiprix. Très honnêtement, on a échoué avec ça. On n'a pas réussi à capter quelque chose d'intéressant. Alors maintenant qu'on a ce regard un peu différent, peut-être qu'on pourrait utiliser le référentiel différemment. Et donc du coup, ça nous a on a passé beaucoup d'énergie là-dessus et sans en sortir beaucoup de valeur. Et donc en mai-juin, on a décidé de changer notre fusil d'épaule et donc d'aller vers une logique d'expert. Et donc on a engagé une trentaine d'entretiens entre le mois de juillet et le mois de septembre. Et on a finalisé les traitements en octobre. Donc en fait, l'octobre-novembre, les premiers résultats sont sortis fin octobre, je pense à peu près, et on les a peaufinés sur le mois de novembre pour vous les présenter aujourd'hui. Projection sur 2021, bah bien sûr, oui, c'est évidemment. Alors c'est la grande question. On est bien d'accord qu'aujourd'hui, mis à part la boule de cristal, effectivement, avec la neige dedans. On peut utiliser cette étude pour faire la projection sur 2021. Pour être très honnête, nous l'avons esquissé déjà. On l'a pas restitué là parce qu'on n'est pas complètement satisfait de nos résultats. Mais si je reprends, je vais reprendre quelque chose. Voilà. Ici, le besoin de matériel des 9 milliards en 2020, il est positionné en date de début de chantier. Donc vous comprenez bien tous que aujourd'hui, là, 1er décembre 2020, nous connaissons les chantiers qui vont débuter en 2021. Enfin, on en connaît beaucoup déjà, des chantiers qui vont débuter en 2021. Donc, nous avons déjà fait des estimations sur le T1, sur le T2, sauf que au bout d'un moment, le T3 et le T4 2021, par exemple, sont pas encore complètement connus. Et notamment, on connaît en fait un trimestre complètement, on le connaît à 100%. Il nous faut à peu près 6 mois d'historique pour arriver à le connaître complètement. Donc on connaît un trimestre environ 6 mois avant, je veux dire, le début de ce trimestre. Donc le T3 et le T4 sont assez mal connus. Donc annoncer des données sur 2021, c'est assez délicat. Ce qu'on peut simplement dire, c'est que les baisses qu'on a vues là sur les matériels, si je reprends voilà, ça. Si je reprends ici, là, vous avez les baisses du bâtiment à 13 milliards 8 et bon, le TP au 4 milliards 8, il s'en sort plutôt bien sur cette fin d'année. Hein. On sait que le TP il va repartir hein, parce que la commande publique va repartir. Hein, donc du coup, forcément, le TP va repartir et il y aura un petit blanc hein, quand même, mais il va repartir. Par contre, le bâtiment, il a une petite inquiétude là sur le T4. Donc en fait, vous comprenez bien que quand on projette le T3, T4 sur le T1, T2 2021, on obtient des valeurs de l'ordre de ce qu'on a raconté là, c'est-à-dire des moins 9, moins 19, c'est peut-être un peu fort, mais entre moins 15, autour de moins 15 sur la partie TP, en date de début de chantier. Donc, je ne peux pas vous répondre sur la projection 2021. Je peux simplement vous donner une esquisse de ce qu'on a essayé de faire sur T1 et T2 2021. Mais l'idée, c'est quand même que il y a moins de chantiers qui vont démarrer en 2021. Donc, globalement, il y a effectivement un peu plus de tension sur le marché sur cette année. J'essaie d'avoir d'autres la tempête Alex sur les Alpes-Maritimes. Oui, c'est vrai, tout à fait. Peut-être qu'effectivement la notion d'incidence climatique peut changer effectivement des choses sur le sud-est. Il y a du conjoncturel et des choses tout à fait qui peuvent tout à fait le changer. On va le voir nous très concrètement à travers les chantiers
donc de TP, parce que forcément on a de l'aménagement de terrain et de bâtiments avec la rénovation, qui peuvent effectivement, liés à la tempête Alex, avoir un petit peu d'impact. Donc concrètement, ça veut dire qu'on va voir des maîtres d'ouvrage qui vont déposer des permis de construire pour rénover, redresser les choses. On va voir des opérateurs publics qui vont passer un certain nombre d'appels d'offres, et donc ça c'est quelque chose qui va être très important sur la partie de fin de l'année, et je pense qu'on peut tout à fait imaginer qu'il y a un impact sur cette approche. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre en termes de questions? Écoutez, alors, attendez, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme questions dans cette chose? Oui, c'est difficile d'extrapoler le matériel en 2021. On est tout à fait d'accord, effectivement. Oui, tout à fait. C'est effectivement quelque chose d'assez compliqué. Je vous ai dit, hein, T1, T2, je pense qu'on le tient, hein. Mais T3, T4, ça commence à être difficile. Beaucoup de demandes sur 2021. Oui, bien sûr, tout à fait. On est d'accord que j'ai une question concernant la prise de commande, enfin la notion de début de chantier, de prendre la dépense en début de chantier. Bien évidemment, on est d'accord que sur un chantier du Grand Paris, c'est sûr que ça va quand même être très impactant. On est tout à fait d'accord. Vous savez peut-être qu'on travaille beaucoup avec la FNTP, et avec la FNTP, on travaille sur justement l'étalement des chantiers. C'est-à-dire quand on commence un chantier, l'idée est de se dire quelle est la durée de ce chantier, de façon à pouvoir étaler et répartir en fait l'ensemble du budget du chantier sur la durée. Donc c'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer sur le matériel, pour essayer de se rapprocher de la notion de facturation au trimestre, quoi, qui correspondrait, je pense, effectivement à des choses plus intéressantes pour vous, quoi. Très bien. Oui, on a des sujets sur la valeur de location. Comment est-ce qu'on va Je comprends qu'il y a des questions plus techniques sur la valeur de la location, valoriser le matériel non loué. Nous aujourd'hui, on n'entre pas dans cette logique-là. On est dans la logique de le maître d'ouvrage émet un besoin de matériel. Comment ce besoin de matériel est satisfait? Est-ce que c'est par de l'acquisition ou par de la location? C'est quelque chose que nous ne traitons pas. Moi, ce que nous avons exprimé là, c'est l'expression de besoin du matériel. Il y a ce besoin de matériel. Donc on n'est pas entré dans les modèles du loueur ou des modèles du vendeur qui va effectivement quand on a par exemple nos différents clients qui ont effectivement passé qui nous ont dit, ou les experts qu'on a interrogés qui nous ont dit, on vous dit qu'il y a tant de milliers d'euros par projet, mais c'est du matériel que on peut avoir nous et qu'on affecte à un projet, donc qu'on a acheté, ou du matériel qu'on loue, donc c'est une autre approche qui mériterait effectivement une précision. Voilà ce que je peux dire déjà pour mes premières réponses. Il y en a beaucoup. Je vais pas aller trop loin par rapport à ça. N'hésitez pas, parce que je vois qu'il est déjà 54 et je voudrais laisser Hervé peut-être conclure sur cet échange. Bon, écoutez, 11h55, on a tenu les délais. Merci pour ce travail. Je ne sais pas comment on pourra le poursuivre en 2021. Il faudra qu'on en reparle. J'espère que vous avez tous trouvé intérêt à cette étude. Et je vous rappelle qu'elle sera en ligne très bientôt sur notre Web TV. Voilà.